Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est un cas un petit peu exceptionnel parce que nous sommes le 3 avril, vendredi 3 avril, il est 17h36 au moment où je tourne cette vidéo. Et depuis quelques heures, en fait, quasiment en temps réel, on a l'impression, et je pense que c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, de vivre une mission de rescue, de recherche et sauvetage de combat, donc de tentative de récupération de pilotes éjectés en territoire ennemi, et bien quasi en temps réel, comme si c'était de la télé-réalité aux informations. Alors, la raison pour laquelle je comptais faire cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il est extrêmement important au moment où se passe cette intervention, quand vous voyez les images des hélicoptères, les images des C-130, alors quelle que soit la version, hein, MC, cassé, enfin bref, c'est vraiment pas la question, de comprendre qu'à bord, il y a des hommes et des femmes qui ont fait le choix, parce qu'ils ont le choix, de monter pour essayer d'aller récupérer un pilote et un NOSA, comme on dit en France, un navigateur officier système d'armes, hein. Ce sont deux spécialités différentes. Vous avez le pilote dans l'aéronef et vous avez ce que les Américains appellent le CSO ou le WISO, plutôt dans la Navy, Weapon System Officer, le RIO, pour ceux qui connaissent Top Gun. Avant, ça s'appelait comme ça. Et donc, on a deux personnels navigants qui, à l'heure actuelle, sont quelque part dans le sud-ouest, probablement, hein, du territoire iranien et vont devoir être récupérés. Alors là, le plus important, pour bien comprendre ce que ça veut dire pour des militaires, c'est peut-être de comprendre les statistiques de chances de récupération. Et c'est ça souvent que les gens ont du mal à comprendre. C'est là en fait ceux qui sont montés dans les hélicos, qui sont montés dans le C-130, qui sont allés se mettre en plein jour, en plein dans le domaine d'engagement du volume de tir adverse. Ils savent qu'ils ont toutes les statistiques contre eux. Et pourtant, ils sont montés, c'est leur travail. Et ça, c'est un point très intéressant, je pense, à prendre en compte. C'est que les gens s'engagent dans l'armée souvent pour des valeurs macro, mais qu'au quotidien, c'est pour des raisons micro qu'ils y vont. Et là, ils y vont pour cet équipage qui, accrochez-vous bien, ils ne connaissent probablement pas. Alors, les parajumpers de l'US Air Force, c'est leur spécialité d'aller en territoire ennemi et d'aller récupérer des personnes. Par exemple, leur devise, c'est pour que d'autres puissent vivre. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous avez bien vu, c'est pas monté, c'est une vidéo un petit peu faite, je suis dans la belle famille, rapidement. On vous fera une vidéo plus propre une fois qu'on en saura plus sur cette opération. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que l'on sait. Je vous rappelle, c'est très important quand on traite de l'info en temps réel, les choses sont possibles, probables ou certaines. Et en temps réel, ayez énormément de doutes sur toutes les certitudes. On est plutôt sur du possible ou sur du probable. Donc en possible, on a un avion qui a été touché au-dessus de l'Iran. On n'a pas de déclaration officielle de la part des Américains. En probable fort, on a des morceaux de F-15E, ceux du 494e Squadron. On le voit au niveau des images, il y a du rouge. Et il faut savoir que c'est ce type d'avions qui ont été abattus par des tirs alliés au Koweït. À partir de là, on a les Iraniens qui ont annoncé avoir abattu un F-35, mais ce n'est pas des débris de F-35. Et ils ont annoncé avoir abattu un paquet d'avions déjà depuis un mois, et ça s'est révélé être faux. Donc à l'heure actuelle, il y a une sorte de brouillard de guerre sur exactement ce qui s'est passé. Par contre, et ça, c'est quasi du certain, on a vu, on est sur du post-II+, on a vu du C-130 et du HH-60, les Jolly Green, les hélicoptères de César, qui ont été filmés au-dessus du territoire iranien. Donc en fait, c'est bien ça qui vient crédibiliser qu'il y a une opération de recherche et sauvetage de combat en cours. Maintenant, ce qui est très important, c'est de comprendre que dans les armées occidentales, mais pas que, les valeurs, c'est extrêmement important. Les valeurs, c'est important. Il y a vraiment une sorte de promesse qui existe, qui est que chez les Américains, ils vont laisser personne derrière, leave no one behind. Et c'est un concept, c'est une colonne vertébrale qui te permet de te dire que tu fais partie d'un collectif qui fera ce qu'il faut pour venir te chercher. Et comme vous le savez, moi, mon travail maintenant, c'est d'intervenir dans les industries, de parler de culture du changement en termes de culture sécuritaire ou de vision des équipiers. Et dans l'aérien moderne, on parle de MDRA, de maîtrise du risque aéronautique. Et ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est qu'il y a la maîtrise du risque aéronautique jusqu'au moment où vous avez un aéronef allié, quand ça fonctionne en coalition, qui est touché. Et là, en fait, en termes d'acceptation du risque, on retourne la table
pour des questions de valeur. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que là, vous avez des hommes, des femmes, des papas en devenir, des mamans en devenir dans des aéronefs, qui disent « Ok, là on y va » et qui ne travaillent plus du tout avec le même niveau de risque autorisé que d'habitude. Généralement, et là on le voit, hein, ça fait un mois que ça tourne au-dessus de l'Iran, vous avez eu extrêmement peu de pertes pour les Américains, ce qui est exceptionnel et même anormal quand on compare par rapport à l'historique. Là, il faut bien comprendre que dans l'esprit et dans les décisions prises par les opérateurs sur le théâtre, on n'est plus du tout dans un niveau de risque faible ou même moyen. On est dans un niveau de risque qu'on peut presque qualifier d'extrême. Et vous avez peut-être déjà vu ces badges chez certains militaires, c'est la mort avant le déshonneur. C'est vraiment ça le concept. Donc il faut comprendre que ce sont des opérations rares avec un taux de succès extrêmement faible. Je vais vous présenter des chiffres, mais ça fait profondément partie de l'ADN d'une sorte de promesse, de quelque chose que les Américains décrivent avec un nom français, l'esprit de corps. Ils le disent comme ça en américain, ce fameux esprit de corps, ce fait que tu vas aller au combat et tes collègues vont essayer de te ramener entier ou en morceaux, hein. Ça fait partie malheureusement du deal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, on a eu 170 aviateurs récupérés en territoire ennemi. Au Vietnam, c'est 3883 vies qui ont été sauvées par la recherche et sauvetage de combat. Mais ça a été au coût de 71 sauveteurs et de 41 appareils détruits pendant les opérations de sauvetage. Desert Storm, et c'est ça qui est intéressant et sur lequel je voulais insister, en 91, il y a un seul pilote qui a été récupéré par un César qui a fonctionné. Je vais insister, une seule mission de César qui a vraiment réussi. Là où il y a eu 64 membres d'équipage en territoire ennemi, il y en a eu 48 décédés, il y a eu je crois, plus de 20 capturés. Et il y a un seul César qui a fonctionné. Donc ça vous donne une petite idée des statistiques, c'est quand même assez incroyable. Quand on regarde le Vietnam, c'était quand même sur 9 ans, hein, les 3883 vies, c'était entre 64 et 73. C'est quand même assez énorme. Je vous ai parlé des sauveteurs. Donc là, les statistiques étaient assez incroyables, mais c'est également parce qu'ils arrivaient à s'éloigner de la zone, généralement. Là, on est vraiment sur un territoire qui est 100% hostile. Donc, il y a ce mythe des Jolly Green Giants, c'était les MH53 qui venaient à l'époque. Desert Storm. Sur Desert Storm, comme je vous l'ai dit, en fait, quand on regarde vraiment les chiffres par rapport aux personnes qui étaient vivantes, sur 14 qu'ils auraient pu récupérer, ils n'en ont ramené qu'un seul. Donc ça, je vais vous redire, hein, sur 14, ils n'en ont ramené qu'un seul. Et c'est avec ces stats qui sont montés dans les hélicos, dans les avions, et ils sont partis au-dessus de l'Iran. Donc ça, c'est assez impressionnant. Par contre, ce qui est impressionnant aussi, c'est le taux de chance de récupération en fonction du timing. C'est-à-dire que d'après les sources ouvertes, ce qu'on voit, c'est que 55% des aviateurs abattus, ils sont tués ou capturés dans les premières minutes. Au bout de 2 heures, 25% restent récupérables. Au bout de 8 heures, moins de 20%. Et je vais vous parler d'autres cas connus, hein. Il y en a certains, ils sont restés 6 jours en territoire ennemi. Donc le 21 janvier 91, c'est notre cas, c'est un pilote de F-14B, des Sluggers de l'USS Saratoga, qui lui se retrouve abattu, call sign Slate 46. On en a fait une vidéo sur la chaîne, il s'éjecte, ils l'ont récupéré, je crois, 9 heures après son éjection. Son Rio, hein, sur F-14 on parle d'un Rio, donc sa place arrière, son navigateur, lui, s'est retrouvé prisonnier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un Sundy, qui a donc un A-10, on a vu des A-10 là au-dessus de l'Iran, qui est venu, qui a réussi à le localiser, qui a eu du mal à le trouver quand même, tellement il était bien caché. Et ça a vraiment été un effort et une prise de risque collective parce que le tanker, le KC-10, il a pénétré plus de 40 km en territoire irakien en prenant des risques pour aider justement ce package de survie et le pilote de A-10. Ensuite, c'est des Pavelo, les hélicoptères, les énormes hélicoptères qui sont allés le récupérer. Et donc, c'est cette coordination qui a duré, vous voyez, une petite dizaine d'heures qui a permis de récupérer 50% de l'équipage éjecté, l'autre étant, alors qu'ils sont éjectés à côté, hein, fait prisonnier. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant cette guerre-là, en 91, il y a également eu des sauveteurs qui se sont fait abattre. Je crois que c'est Bengal 15, le 27 février. Bengal 15, c'était un Black Hawk, et eux, ils se sont retrouvés à se faire toucher, et 5 des 8 membres d'équipage, malheureusement, sont tués. Donc statistiquement, je vous le redis, du Black Hawk en mission César dans le Golfe, ça fait des pertes du côté des sauveteurs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une philosophie à part, parce qu'ils y vont quand même.
ils y vont quand même et quand on regarde les Américains, c'est souvent sur des opérations de secours qu'ils ont les plus grosses pertes. Vous avez tous vu, hem, Lone Survivor, donc c'était la province de Cunard, c'était le 26 juin, 2005 avec l'équipe de Navy Seals, qui se retrouve prise en embuscade, attaquée. C'est l'opération Red Wing. Les Américains envoient un Chinook avec la QRF, la Quick Reaction Force. Et là, ils se font tous tuer par un RPG qui abat le CH-47. Donc c'est pas nouveau, c'est un des pires bilans pour les Américains. Et c'était lors d'une opération comme ça d'aide pour des Navy Seals qui étaient pris à partie, qui se faisaient encercler. Autre point très important, pour vous montrer encore une fois que historiquement, ça se passe quand même assez mal pour les sauveteurs, et c'est vraiment ces hommes et ces femmes que je veux mettre en avant. Moi, j'ai eu la chance, pendant que j'étais sur le Charles de Gaulle, d'avoir un plot du CPA, des commandos parachutistes de l'air qui étaient avec nous sur le Charles de Gaulle. J'allais faire mon sport avec eux en même temps. Et c'est impressionnant de voir ces personnes, ces commandos et ces pilotes qui ont pour but, pour mission, pour état final recherché, de vous permettre de rentrer voir vos familles. C'est vraiment leur mindset. Donc c'est vraiment ça que moi en plus j'habite à côté de la base de Cazaux, donc c'est vraiment ça que je veux mettre en avant et que vous compreniez que dans les armées, que dans nos pays, qu'en Occident, qu'aux US, qu'en France, on a des hommes et des femmes qui raisonnent comme ça et que c'est une chance et c'est vraiment ce que je souhaite mettre en avant dans cette vidéo. Pour une fois, j'ai un état final recherché très précis là-dessus d'un point de vue humain. Parce que je pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Quel que soit le résultat, après tout le monde va parler du résultat de la mission. Encore une fois, si ça réussit, c'est exceptionnel dans tous les sens du terme. Mais rappelez-vous la chute du Faucon Noir, 3 octobre 93, comme là, c'est 2 jours, Mogadiscio. On a Super 6-4 qui se fait abattre, un Black Hawk par un hélicoptère. Au sol, on a Mike Durant, qui est le pilote, qui a le dos brisé, qui a la jambe cassée. Et là, on a 2 opérateurs des Delta Force qui demandent à être posés à côté de lui pour le sauver, pour l'aider. Ils vont demander cette autorisation, elle va être refusée. À la 3e demande, elle va être autorisée. Ils y vont. Ils vont permettre à Mike Durant de tenir plus longtemps. Au final, les 2 opérateurs des Delta vont se faire tuer. Mike Durant sera fait prisonnier, restera 11 jours prisonnier. Et derrière, il y aura la médaille d'honneur pour les 2 Delta qui ont donné leur vie pour protéger celle du pilote. Donc ça vous donne un petit peu l'état d'esprit des hommes et des femmes qui sont à l'arrière de ces hélicos, qui sont à l'arrière de ces C-130. Et j'insisterai jamais assez dessus, ils ne sont pas forcés de monter à bord. C'est vraiment eux qui décident, qui ont demandé de faire ce métier. Maintenant, autre petit point, les PJ. Les PJ, c'est donc ces spécialistes du CSAR version américaine. Alors, il y a différents types, mais c'est vraiment eux les plus connus. Et comme je vous le disais, leur devise, c'est That others may live. Ça fait un petit peu penser au Coast Guard. Et c'est une formation particulière. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont reçu l'Air Force Cross, parce que justement, c'est quelque chose de très particulier. Donc, ils vont avoir une sélection côté commando, et ils vont également avoir une grosse formation de médic pour le sauvetage. Et petit fun fact, si on peut dire, c'est pareil en France, quand les commandos arrivent sur toi, tu es initialement considéré comme un ennemi. Et il va falloir que tu prouves que tu n'es pas un ennemi. Et donc on a ce qu'on appelle des CSAR Words, Combat Search and Rescue, des mots de Combat Search and Rescue, des codes que je ne vous donnerai pas, des couleurs, plein de trucs, qui changent tous les jours. Et on a un package à connaître par terre, des questions, et ils vont devoir arriver, ils vont devoir s'assurer que tu es bien la bonne personne que tu prétends être. Et même à la radio, si tu es par exemple en joue, il y a certains termes que tu peux utiliser, que personne ne peut voir, qui sont connus que de toi et de ton entourage et de ton unité, pour pouvoir prouver qu'en fait, attention, là en fait, je suis sous la contrainte, c'est un piège. En France, on forme notre personnel à CASO. À CASO, on a l'équivalent de ce que les Américains appellent le SEER. Le SEER, c'est Survival Evasion Resistance Escape, c'est une formation. Nous, on a ça à CASO, je crois que c'est le CF2S si je ne dis pas de bêtises. Et on y fait la formation, moi j'ai fait ça au retour des US. Et on va aller vivre un petit peu dans les kékés, essayer d'éviter des patrouilles ennemies avec des chiens. Les chiens, c'est pas facile à semer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu es un peu le papa du champ de bataille quand tu es au-dessus du ciel. Tu es là, tu décides qui vit, qui meurt. Et quand tu es au sol, t'es l'ennemi public numéro 1. Et d'ailleurs, la télé iranienne a lancé un appel en demandant à la population d'essayer de trouver les équipages et a promis une solde, a promis une prime s'ils sont ramenés vivants. Je tiens quand même à préciser, s'ils sont ramenés vivants. Donc on peut quand même les remercier là-dessus. Maintenant, au niveau du package, je vous posais la question, à quoi ressemble le package? On en saura plus dans les prochains jours. Mais encore une fois, là, il n'y a plus vraiment de logique en termes d'économie des moyens. On envoie ce qu'on a. Et donc l'objectif numéro 1, vous l'avez bien vu, c'est de permettre de maintenir à distance des adversaires potentiels pour augmenter votre chance
de vous diluer, si vous voulez, pour les forces spéciales, pour les pilotes, de survivre. Et à partir de là, généralement, ce qu'il va y avoir, c'est les A-10 sont un excellent aéronef pour ça. Il y a des photos qui sont sorties où on voit des A-10, mais sans armement air-sol. Alors, ils ont peut-être déjà tout tiré. Après, il reste le canon. Il va falloir maintenir l'adversaire à distance sans pour autant griller en fait la position de vos pilotes éjectés. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, on n'est pas vu de V22. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez toujours des plots César en attente, plutôt là du côté de l'Irak pour cette partie ouest. Puisque ça va demander à pénétrer profondément en territoire ennemi, il va vous falloir du C-130 pour ravitailler. Peut-être un C-130 à l'aller, un autre C-130 au retour. On a également des C-130 qui peuvent faire de l'appui-feu. Mais là, toute la difficulté est qu'on ne choisit pas le moment. On y va avec les conditions du jour. Ils ont de la chance, il fait beau. Mais en même temps, ça peut se retourner contre eux parce que dans toutes les images filmées, c'est des cibles ultra faciles. Et ils le savent. Et encore une fois, je suis lourd, mais ils y vont quand même. Et donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister parce qu'en France, on parle beaucoup de la force morale et je pense qu'il n'y a pas plus belle valeur, il n'y a pas plus bel état d'esprit pour quelqu'un de monter dans un hélico pour aller sauver une personne qu'il ne connaît pas. Le tout dans une zone de guerre. Et ça, j'insiste dessus. On a la chance en France, on a des pompiers, on a les forces de l'ordre qui vont faire ça au quotidien. Mais là, on va dans une zone de guerre où en plus, c'était vous l'échelon de César. Donc si vous finissez au tas, il n'y a pas non plus un nombre d'assets, comme on dit, de moyens de César infini pour venir vous récupérer derrière. Et donc clairement, ils vont se jeter dans la gueule du loup avec un niveau de risque qui n'est pas du tout celui auquel on est habitué dans les forces occidentales. Et je pense qu'il était important de saluer. Donc mon objectif, c'était de vous faire prendre conscience de ça. De l'autre côté du spectre, imaginez les familles qui sont en ce moment sur les chaînes d'infos continues en train de voir des images en se demandant, parce qu'ils savent qui sont les personnes éjectées, s'ils vont voir le cadavre à la télé ou pas. Et par rapport aux vidéos que j'ai fait ces derniers jours, je vous renvoie également, moi, quand je suis parti en Irak, il y avait toute une zone qui n'était pas couverte par la César. Donc là, au niveau de l'équipage, s'ils sont touchés, l'objectif, c'est de réussir d'atteindre la mer si possible, mais surtout être dans une zone où les hélicos peuvent venir vous chercher. Donc il faut qu'il y ait la portée qui aille bien, il faut qu'il y ait l'allonge pour les hélicoptères, hein, d'où les C-130. Et l'autre point à garder en tête, c'est que les pilotes n'ont pas beaucoup d'armement sur eux. Et donc à partir de là, vous allez plutôt essayer de vous cacher plutôt que d'affronter l'adversaire parce que vous avez très très peu de chances de gagner. Et de toute façon, le pilote c'est pas des Chuck Norris, on n'est pas expert du combat au sol. On sait faire avec nos avions, on sait moins bien faire au sol. La petite histoire nous dira si le pilote est un pilote qui s'est éjecté il y a moins d'un mois, parce que le secrétaire de la défense américaine a dit que les 3 pilotes qui avaient été abattus par le F-18 koweïtien étaient de retour. Il semblerait possible que ce soit la même unité. C'est quand même pas banal. La 494e, c'est une unité qui est extrêmement éprouvée ces dernières années. La chasse au drone, beaucoup d'opérations, C3 Friendly Fire. Si vous dites c'est quand même bizarre que ce soit toujours la même unité, ça nous montre également le fait qu'à l'heure actuelle, l'armée américaine, elle repose quand même sur quelques unités qui emmagasinent toute l'expérience. Et ça nous montre bien que ça manque un petit peu de profondeur et qu'en termes de moyens, ça a beau être la première armée du monde, c'est quand même remarquable, encore une fois au sens littéral, que ce soit toujours la même unité dont on entend parler. Donc à voir si ça se confirme, c'est bien les 494e, mais c'est pas banal et l'enquête nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc petite pensée pour les militaires. Je vous le dis clairement, c'était une autre nation. Moi, j'ai vraiment cette vision d'ancien professionnel. On se respecte en tant que professionnel. Et quoi que vous pensiez des Américains, quoi que vous pensiez des aviateurs, quel que soit le côté, quelle que soit la nation, je veux vraiment que vous amener à réfléchir sur l'état d'esprit des hommes et des femmes qui sont partis faire cette mission de secours avec les statistiques que je vous ai dit, en sachant clairement que dans le Golfe, là, on est sur moins de 5% de chances que ça fonctionne si on regarde ce qui se passait en 91. En 2003, il y a eu des opérations aussi, mais on est clairement sur une opération où le risque est extrêmement présent. Et encore une fois, maîtrise des risques aéronautiques. Il y a le temps normal, il y a tout ce qui est frappe nucléaire et il y a le César où là, les valeurs l'emportent sur la maîtrise des risques habituels. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On vous en parlera, je pense, dans quelques jours. J'ai les monteurs qui reviennent mardi. Là, un petit week-end de récup pour toute l'équipe. Je pense que mardi, on aura plus d'informations. On vous refera un petit peu tout ce qui s'est passé avec les images. Là, je voulais vraiment appuyer sur cet aspect-là, qui, je pense, est l'aspect le plus important à garder en tête tant qu'on n'a pas accès vraiment aux données consolidées de débriefing. All the best, fly safe, à très vite.
très vite, pourquoi pas sur le bassin d'Arcachon, pour qu'on vole tranquillement sans avoir besoin de processeur à portée. Aujourd'hui, c'est pas la fête de la météo, mais ça va s'améliorer. Il reste quelques jours pour commander, pour précommander au-delà du leadership. Leadership qui nécessite, pour que ça marche bien, là on le voit bien, eh ben, des bons équipiers, des bons suiveurs, des followers qui soient bien conscients de leur rôle, qui aient cette capacité à s'automotiver, à être proactif. C'est exactement ce qu'on voit actuellement au-dessus de l'Iran. Ou pourquoi pas, on se revoit bientôt dans votre entreprise. Je vous dis à très vite et fly safe.